Il existe un territoire à l'intérieur de chacun de nous, un espace vaste et souvent inexploré, où le langage échoue et où seule la sensation demeure. C'est le royaume du corps, de l'instinct, du désir dans sa forme la plus pure et non filtrée. Beaucoup d'entre nous parcourons la vie en effleurant la surface de ce royaume, répondant aux impulsions, suivant des scripts sociaux et culturels sur ce qu'est le plaisir, ce qu'est l'érotisme, ce qu'il est permis de ressentir. La sexualité devient alors une performance, un ensemble d'attentes à remplir, une destination à atteindre, au lieu d'un voyage de découverte continue. Mais si nous vous invitions à une exploration différente, une exploration qui ne cherche pas des réponses rapides ou des techniques infaillibles, mais qui propose un retour à la source de tout, vous-même. Ceci est une invocation pour un plongeon dans le plaisir conscient, une pratique de retour vers l'intérieur avec curiosité et courage, pour reconnaître la sexualité non pas comme un appendice de la vie, mais comme une force centrale d'autoconnaissance et d'intégration. Pour commencer ce voyage, nous devons d'abord regarder les ombres que nous projetons sur nos instincts. Carl G. Jung, le fondateur de la psychologie analytique, parlait de l'ombre, cette partie de notre psyché qui contient tout ce que nous réprimons, nions ou considérons comme inacceptable. Dans une culture qui divise souvent l'être humain entre raison et émotion, esprit et chair, le corps et ses désirs les plus primaires sont souvent relégués à cette ombre. Le désir sexuel, la pulsion vitale qui nous meut, est domestiqué, étiqueté comme pécheur, vulgaire ou purement mécanique. Nous nions sa complexité, son intelligence propre. Intégrer l'ombre, au sens jungien, ne signifie pas devenir esclave des impulsions, mais reconnaître leur existence, leur donner une place à la lumière de la conscience. C'est accepter que l'instinct n'est pas l'opposé de la conscience, mais sa matière première fondamentale. Lorsque nous embrassons cette partie niée, nous ne devenons pas plus sauvages au sens destructeur. Au contraire, nous conquérons une liberté plus profonde. La véritable liberté naît de l'autoconnaissance, et non de l'ignorance de certaines parties de nous-mêmes. Dans ce contexte, l'œuvre de Georges Bataille, l'érotisme, offre une vision profondément philosophique qui résonne avec cette quête. Pour Bataille, l'érotisme est précisément ce qui distingue l'humain de l'animal. L'animal a une sexualité, un acte purement instinctif et fonctionnel. L'être humain, doté de conscience de la mort et de la discontinuité de son être, crée l'érotisme. L'érotisme, pour lui, est une transgression consentie des limites qui nous définissent. C'est une petite mort, un extase qui nous dissout momentanément, qui nous retire de notre individualité isolée et nous fusionne avec l'autre, avec le monde. Ce n'est pas une vision légère ou simple du plaisir. Elle est sombre, intense et profondément spirituelle. Le plaisir conscient, à la lumière de Bataille, peut alors être compris comme la recherche de cette transgression sacrée, non pas comme un acte de violence, mais comme une remise délibérée à ce qui nous défait et nous reconstruit. C'est être pleinement présent à ce seuil où le moi se dissout, où le corps cesse d'être un objet séparé et devient pure expérience, pure présence. Mais comment cultivons-nous cette présence dans un monde qui semble conspirer contre elle? Nous vivons à l'ère des distractions, des connexions superficielles et de la consommation rapide, même des expériences. Zygmunt Bauman, dans Amour liquide, décrit avec une précision tranchante comment nos relations sont devenues fragiles, craintives face aux engagements solides, toujours à la recherche de quelque chose de meilleur, de moins risqué. Cette liquidité s'infiltre dans notre sexualité. Le désir devient un produit à consommer, l'excitation un bouton à presser à la demande, via des stimulations rapides et jetables. Nous perdons la capacité de savourer, de prendre notre temps, de permettre au désir de construire sa propre architecture interne, lente et organique. La liberté que nous pensons avoir, dans ce contexte, est souvent la liberté de choisir parmi des options préfabriquées, et non la liberté de créer une expérience authentique à partir de notre noyau le plus intime. C'est ici que des pratiques contemporaines comme le tantra et le slow sex offrent un antidote puissant. Elles ne portent pas, dans leur essence, sur des positions exotiques ou des performances de résistance, mais sur un repositionnement radical de l'attention. Ce sont des disciplines de la présence. Dans le slow sex, par exemple, le but n'est pas l'orgasme, mais la qualité sensorielle de chaque instant. Il s'agit de réduire la vitesse au point de percevoir le flux sanguin sous la peau, le tremblement presque imperceptible d'un muscle, le changement du rythme respiratoire de l'autre. Il s'agit de transformer la caresse en méditation, où l'esprit ne vagabonde pas vers le passé ou le futur, mais s'ancre dans le toucher, la température, la texture. Ceci est le cœur du plaisir conscient, la capacité de ressentir pleinement, sans l'interférence du jugement, de la hâte ou du script mental qui nous dit comment nous devrions nous sentir. Le corps, loin d'être une machine à plaisir, se révèle comme un univers de sensations subtiles, un instrument de connaissance et de connexion. Imaginez, un instant, la simple expérience de boire une gorgée d'eau lorsqu'on a soif. Dans la course de la journée, c'est un acte mécanique. Maintenant, imaginez le faire avec une pleine présence.
Sentir le verre froid contre les lèvres, le liquide remplissant la bouche, la sensation de satiété descendant dans la gorge, le soulagement qui se répand dans le corps. L'acte reste le même, mais l'expérience est transformée, approfondie, enrichie. Il en va de même pour le toucher, le baiser, le regard. L'érotisme commence à habiter ces espaces minuscules, ces intervalles entre les actions. Il cesse d'être un événement et devient une qualité d'attention qui colore toute l'expérience. Le désir, alors, n'est plus un interrupteur à allumer ou éteindre, mais un paysage interne en mutation constante, avec ses saisons, son climat, sa géographie unique. Connaître ce paysage est le travail de l'autoconnaissance. C'est apprendre le langage de son propre désir, qui n'est pas toujours bruyant et urgent. Parfois, c'est un murmure, une légère attraction magnétique, une curiosité silencieuse qui demande à être explorée avec patience. Cette première partie du voyage est donc une invitation à ralentir. C'est un appel à regarder sa propre ombre, les instincts que vous avez peut-être appris à craindre ou à nier, et à les voir non comme des ennemis, mais comme des alliés dans la quête d'une vie plus pleine. C'est une proposition pour récupérer l'érotisme de la banalité de la consommation et le ramener à sa place d'expérience sacrée, dans le sens bataillant, une expérience qui nous confronte aux limites de l'être et nous offre un aperçu de liberté à travers la remise consciente. Le chemin vers une sexualité consciente ne se trouve pas à l'extérieur, dans des manuels ou des corps idéalisés. Il est dans la carte sensorielle de votre propre corps, attendant d'être tracé avec l'encre de la présence et de la curiosité aimante. C'est un voyage de retour à la maison, au territoire du ressenti. En approfondissant cette exploration du plaisir conscient, nous arrivons à un carrefour essentiel, la rencontre avec l'autre. Si la première partie fut un voyage solitaire dans les paysages intérieurs du désir et de l'instinct, cette seconde partie concerne la façon dont cette découverte personnelle résonne et s'entrelace avec la présence d'un autre être. C'est ici que la philosophie de bataille prend une dimension pratique et viscérale, et où la critique de Bauman sur la liquidité des relations peut être confrontée à la solidité d'une présence partagée. L'érotisme, à ce stade, cesse d'être une expérience purement interne et devient un pont, un espace liminal où deux univers subjectifs peuvent, pendant un instant, se fondre sans perdre leur individualité. La connexion érotique consciente est peut-être l'une des formes les plus puissantes de lutter contre la liquidité décrite par Bauman. Dans les relations liquides, la peur de l'immobilité et de la douleur conduit à une vigilance constante, à l'entretien de voies d'évasion. Le corps de l'autre est apprécié, mais aussi maintenu à une distance de sécurité, comme un objet de consommation pouvant être remplacé lorsqu'il ne procure plus de satisfaction immédiate. Dans ce modèle, le désir est souvent confondu avec la nouveauté, et le désir s'éteint sous le poids de la routine et de la familiarité. Cependant, lorsque nous appliquons la lentille du plaisir conscient à la rencontre à deux, quelque chose de fondamental change. L'objectif cesse d'être la recherche d'une étincelle externe de nouveauté et devient l'exploration infinie de la profondeur qui existe déjà dans le moment présent, dans la personne qui se tient devant vous. Cela exige une vulnérabilité que la modernité liquide nous enseigne à éviter. Il faut baisser les boucliers, non pas naïvement, mais avec le courage qui naît de l'autoconnaissance. Lorsque vous connaissez la topographie de votre propre ombre, c'est dans le baiser qui dure plus longtemps que d'habitude, dans le regard soutenu qui va au-delà de la surface des yeux, dans le toucher qui ne vise pas seulement à exciter, mais à sentir la vie elle-même pulsant sous la peau de l'autre. Dans ces moments, la barrière qui sépare le moi de l'autre devient poreuse. Vous ne touchez plus simplement une personne, vous participez à son existence sensorielle. C'est la transgression sacrée, la violation consentie et mutuelle de la limite même qui nous définit en tant qu'individus séparés. C'est une liberté trouvée non dans la possession de l'autre, mais dans l'abandon à un champ d'expérience partagé. Des pratiques comme le tantra, dépouillées de leur exotisme superficiel, sont essentiellement des technologies pour cultiver cette présence à deux. Elles enseignent à respirer ensemble, à synchroniser les rythmes internes, à utiliser le regard comme une forme de toucher profond. Dans une pratique tantrique, par exemple, le rapport sexuel peut être vu non comme une fin, mais comme un moyen pour une méditation conjointe, une circulation d'énergie qui amplifie la conscience, et non qui l'annule. Le corps est le temple et l'instrument, et le désir est le carburant pour un voyage de connaissance mutuelle de soi. L'orgasme peut se produire, mais il n'est pas le maître de cérémonie. C'est l'un des nombreux phénomènes qui peuvent émerger dans cet espace d'attention partagée. Dans ce contexte, l'excitation se transforme. Elle cesse d'être un état binaire, avoir ou ne pas avoir, et se révèle comme une énergie subtile et multiforme. Elle peut être l'excitation de la curiosité, l'excitation de la tendresse, l'excitation de l'admiration, l'excitation de la pure présence silencieuse. Lorsque nous nous libérons de la tyrannie de l'orgasme comme seule mesure du succès d'une rencontre érotique, nous ouvrons l'espace à une gamme infiniment plus riche de sensations. Nous pouvons découvrir qu'un câlin prolongé, conscient et plein de présence, peut être aussi ou plus érotique et satisfaisant qu'un acte mécanique centré uniquement sur la libération.
Le désir devient une conversation continue, non un monologue interne ou une exigence. C'est une danse d'intentions, de questions et de réponses données non avec des mots, mais avec la peau, avec la respiration, avec le regard. Cette approche nous invite également à repenser les archétypes que nous portons dans notre sexualité. Margaret Mark et Carol Pearson, dans Le héros et le hors-la-loi, explorent comment ces figures archétypales façonnent notre comportement. Dans la sexualité conventionnelle, nous pouvons performer l'archétype de l'amant, cherchant l'union parfaite, ou du hors-la-loi, brisant les règles pour se sentir vivant. Il n'y a rien d'intrinsèquement mauvais à cela, mais lorsque nous nous identifions rigoureusement à un archétype, nous perdons la liberté d'être fluides. Le plaisir conscient nous permet de danser entre les archétypes. À un moment, nous pouvons être l'amant, à un autre, le hors-la-loi. À un autre, le sage, qui observe avec curiosité. À un autre, l'innocent, qui découvre le plaisir comme si c'était la première fois. La liberté réside dans le fait de ne jamais être définitivement aucun d'eux, mais d'utiliser leurs énergies comme des couleurs sur une palette, peignant l'expérience du moment. Ainsi, cette deuxième partie du voyage concerne le courage de rencontrer l'autre à partir d'un lieu d'intégrité intérieure. Il s'agit de transformer la rencontre érotique d'un acte de consommation en un acte de création conjointe. Il s'agit d'apprendre le langage du corps de l'autre avec la même patience et curiosité avec laquelle vous apprenez le vôtre. Et, surtout, il s'agit de comprendre que le véritable érotisme ne réside pas dans la quantité de stimulation, mais dans la profondeur de la connexion et la qualité de la présence que vous êtes capable d'offrir et de recevoir. C'est une pratique qui exige du courage, car elle nous force à abandonner le contrôle et à faire confiance au flux de vie qui circule entre deux êtres. Dans cet espace, la sexualité révèle son visage le plus sage, celui d'une voie privilégiée de rencontre, non seulement avec un autre corps, mais avec l'essence même de la vie qui s'exprime à travers lui. Le chemin vers une sexualité consciente, après avoir parcouru les territoires intérieurs de l'autoconnaissance et les paysages partagés de la rencontre, culmine en un point d'intégration final. La vivance du sacré dans le profane, de l'éternel dans l'éphémère. Ce n'est pas une conclusion, car le processus est continu, mais un palier de perception où le plaisir conscient cesse d'être une pratique isolée et devient une lentille à travers laquelle on peut expérimenter la vie dans son ensemble. Ici, les concepts de bataille sur la transgression et le sacré se fondent avec la notion jungienne d'individuation, et la critique de Bauman est répondue non par une solidité rigide, mais par une fluidité consciente et enracinée. Le corps, le désir et l'instinct ne sont plus des aspects à gérer, mais des guides pour une existence plus vibrante et authentique. Lorsque nous parlons d'intégrer l'instinct, dans la vision de Jung, nous ne défendons pas un retour à un état primitif d'irrationalité. Au contraire, l'intégration signifie élever l'instinct dans la sphère de la conscience, permettant qu'il informe nos décisions et enrichisse notre perception, sans la dominer. Un plaisir conscient pleinement intégré est celui dans lequel l'intelligence du corps et la clarté de l'esprit travaillent en collaboration. La présence devient un état de base, non un exercice forcé. Dans cet état, le désir n'est pas un maître exigeant, mais un messager subtil qui nous indique des directions de croissance, d'exploration, de vie. Il nous montre ce qui nous manque, ce qui aspire à être vécu et intégré. Ignorer le désir, c'est ignorer une boussole interne. Aveuglément, c'est être entraîné par lui. La sagesse consiste à l'écouter, dialoguer avec lui et discerner son véritable message. À ce stade, la notion même de liberté subit une transformation radicale. La liberté n'est plus l'absence de limites, qu'elles soient internes, comme des croyances auto-imposées, ou externes, comme des conventions sociales. Au lieu de cela, la liberté se révèle comme la capacité de choisir avec quelles limites danser, quelles limites transgresser consciemment au nom d'une expérience de vie plus profonde, comme le proposait Bataille. La sexualité consciente est, par essence, une pratique de liberté responsable. C'est la liberté de dire oui à partir d'un lieu de pleine connaissance de soi, et la liberté de dire non à partir du même lieu de souveraineté intérieure. C'est la liberté d'explorer les nuances du désir sans s'y perdre, mais en les utilisant comme des portes de perception. C'est ici que l'expérience érotique transcende le domaine privé et touche le cosmique. L'érotisme, dans son expression la plus élevée, ne se limite pas au contact entre deux corps. Il devient une qualité de relation avec l'existence. On peut le trouver dans le plaisir de sentir le soleil sur la peau après une journée froide, dans l'extase devant un paysage époustouflant, dans la satisfaction profonde de créer quelque chose avec ses mains, dans le frisson provoqué par une pièce musicale. Il s'agit d'une sensibilité aiguisée au pulsar de la vie dans toutes ses manifestations. Le corps cesse d'être simplement le véhicule du plaisir sexuel et se reconnaît comme une partie intégrante du corps du monde. C'est l'aboutissement de la connaissance de soi. Percevoir que le soi n'est pas une forteresse isolée, mais un nœud dans l'immense réseau de la vie, constamment touché et transformé par elle. Dans cette perspective, les pratiques de conscience corporelle et de sexualité consciente ne sont pas des hobbies ou des techniques d'auto-assistance,
mais des disciplines spirituelles pour notre temps. Elles nous reconnectent au sacré immanent, à la divinité qui habite la chair et les os. Dans un monde qui nie souvent la mort et sanctifie une idée désincarnée de l'esprit, embrasser le corps dans sa totalité, avec ses plaisirs, ses odeurs, ses textures, sa décadence, est un acte révolutionnaire. C'est affirmer que la transcendance n'est pas ailleurs, mais au cœur même de l'expérience sensorielle, lorsqu'elle est vécue avec une pleine présence. Le moment de plaisir conscient le plus intense, celui où le temps semble s'arrêter et le soi se dissoudre, est un aperçu de l'éternité. C'est un état de grâce accessible à tous, indépendamment des croyances ou des dogmes. Ce voyage, donc, n'est pas linéaire. Il est circulaire, en spirale. Il y aura des jours de connexion profonde et de présence, et il y aura des jours de distraction et d'automatisme. La pratique ne concerne pas la perfection, mais le retour conscient, encore et encore, à la curiosité et à l'ouverture. Il s'agit de se rappeler que le plaisir n'est ni un luxe ni un péché, mais une nécessité biologique et spirituelle, un fil conducteur qui nous ramène à la maison, à notre nature essentielle. Le désir, dans ce sens, est l'énergie vitale qui nous pousse vers la vie, vers la création, vers la connexion. Le nier, c'est se laisser atrophier. L'accepter inconsciemment, c'est être dominé par lui. L'intégrer à la lumière de la conscience, c'est en faire un allié dans l'art de vivre une vie pleine, authentique et profondément significative. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette exploration, non pas avec une réponse définitive, mais avec une invitation permanente. Une invitation à continuer à vous connaître, à explorer les recoins de votre ombre, à honorer la sagesse de votre corps et à oser rencontrer l'autre à partir d'un lieu de vulnérabilité et de vérité. Une invitation à voir l'érotisme dans chaque recoin de l'existence et à vivre chaque sensation comme une opportunité de se reconnecter au mystère d'être vivant. La liberté que vous recherchez n'est pas dans un futur lointain, ni dans une circonstance idéale. Elle est ici, en cet instant, dans la qualité de votre attention, dans la profondeur de votre respiration, dans le courage de votre désir. C'est une liberté qui se conquiert de l'intérieur vers l'extérieur, un acte de souveraineté sur sa propre expérience d'être. Puissiez-vous avoir le courage de la chercher, non comme une destination, mais comme le voyage lui-même.